12-13, bienvenue. Nous avons sur le plateau Jean-Pierre Kayembe. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Esther, bonjour à tous. Avec vous, nous allons parler du 30 juin. Vous savez, la République démocratique du Congo a célébré son 55e anniversaire hier, mardi 30 juin. Oui. La tradition a été respectée avec un défilé. Également l'adresse du chef de l'État à la nation, à la date du 29 juin, donc la veille de la célébration du 30 juin. Comment vous analysez ce discours, ce message du chef de l'État à la nation? Merci pour la question. L'adresse du chef de l'État, au-delà d'être une simple tradition, c'est aussi une exigence constitutionnelle que veut que le président de la République s'adresse à la nation à la veille de dates importantes de l'histoire de notre pays, comme il est fait très souvent à la veille du 30 juin ou encore à la veille du mois de janvier pour les festivités de Nouvel An. Ces discours on sait qu'il a d'abord commencé par rendre hommage à ceux et à celles de nos frères et sœurs qui servent sous les drapeaux. Mais les points les plus importants relayés ce matin par tous les journaux, c'est lui et entrer au dialogue parce que, il faut le dire, le chef de l'État consulte les couches socio-professionnelles de notre pays depuis presque 3 semaines. Il a commencé les consultations depuis le 1er janvier, le 1er juin dernier, consultations qui se sont étendues en province. Les gouverneurs des provinces ont consulté à leur niveau. Ils ont déposé sous la table du chef de l'État les conclusions ou encore les recommandations issues des consultations faites à leur niveau, au niveau de la base. Ici à Kinshasa, Joseph Kabila a consulté la classe politique, a consulté l'opposition, a consulté la majorité, a consulté la société civile, les confessions religieuses et consorts. Et donc tous, on attendait qu'à l'occasion de ces discours, qu'il fasse, qu'il se prononce par rapport à l'avenir du pays. Et donc il s'est prononcé, il a levé l'équivoque. Aujourd'hui, les suspens n'existent presque plus par rapport au dialogue politique qui se dessine de plus en plus. Tout ce qu'on attend, c'est qu'il convoque ces dialogues qui pourra prendre presque près de 2 semaines selon des sources généralement bien informées, avec un format extrêmement réduit. On nous parle de près de 40 personnes qui pourraient participer à ces forums censés décrisper, si vous voulez, le climat politique. Justement, le point qui a pu, vous avez parlé du dialogue qui doit être convoqué par le chef de l'État, mais le point qui a plus attiré l'attention de plusieurs, c'est justement ce dialogue. Pourquoi? Oui, dialogue politique parce que beaucoup attendaient qu'après consultation, que le chef de l'État se prononce sur la tenue ou non de ces forums. Parce que il faut se le dire ici que ce dialogue a été réclamé à corps et à cri par l'opposition politique. Joseph Kabila l'a même redit dans son discours. Au lendemain des élections qualifiées de chaotiques de 2011, les candidats malheureux ont demandé qu'il y ait un dialogue politique qui mettra autour d'une table les fils et filles du pays et qu'on arrive à trouver des solutions par rapport à un certain nombre de problèmes. Il y a eu en fait les concertations nationales. Mais après les concertations nationales, se sont créés d'autres problèmes. Vous avez par exemple des problèmes liés au processus électoral, le calendrier électoral qui avait été à son temps également demandé, exigé à corps et à cri par l'opposition qui avait récusé le calendrier partiel publié par la Commission électorale nationale indépendante. Des concertations n'ont pas été résolues, toutes les recommandations. Les concertations nationales se sont tenues dans un contexte différent. Recommandations pas tenues, je ne sais pas de quoi vous parlez parce qu'il faut reconnaître qu'il y a eu presque plus de 700 recommandations. Mais aujourd'hui, la guerre avec le M23, on a gagné la bataille parce que les concertations ont été convoquées justement, entre autres, pour mettre fin à cette guerre d'agression. Aujourd'hui, on a un gouvernement de cohésion nationale où vous avez l'opposition représentée à la hauteur de presque 10 personnes. Je referme vite ma parenthèse. Merci beaucoup. Par rapport au Alors, dialogue. par rapport aux concertations, justement, après les concertations, il y a eu d'autres problèmes qui se sont révélés et qui demandent à tout prix
que l'on se mette autour d'une table. Tshisekedi l'a dit dans son message, lui aussi, il a l'habitude de faire une adresse à la nation en qualité d'opposant historique. À la veille de chaque 30 juin, il a dit par exemple que la culture du dialogue était inscrite dans notre ADN. Donc tous aujourd'hui, on reconnaît la nécessité de nous retrouver autour d'une table pour discuter. Alors parce qu'il faut discuter à l'ordre du jour, notamment de ces dialogues politiques, nous aurons l'épineux problème du calendrier électoral. L'opposition estime qu'il faut postposer les élections, on estime que le calendrier est trop serré, extrêmement serré, et qu'il faut, dans la mesure du possible, postposer les élections locales et municipales. L'opposition estime que le format actuel du calendrier électoral ne prend pas en compte les anciens mineurs devenus majeurs. Ceux-là ne participeront pas, d'après l'esprit et la lettre de l'actuel calendrier électoral, aux élections législatives qui sont en train d'être préparées. Donc, l'opposition estime que écarter cette frange importante de notre population à ne pas voter, c'est violer leur droit le plus fondamental. Donc, il faut voir comment résoudre ces problèmes. Il y a aussi un autre problème sur le financement de ces élections. Les élections, l'écoute, on a pratiquement presque 7 scrutins à organiser. Mais il nous faut au moins 1 milliard de dollars. Où trouver cet argent? C'est un autre problème. Il y a aussi un autre problème qui s'est ajouté, le découpage territorial. On estime que nous sommes allés un peu plus vite avec ce processus, qu'il n'a pas été préparé, que le Congo passe de 11 à 26 provinces. Et donc il faut qu'on en parle. Et le seul endroit où on peut en parler, c'est dans un dialogue. Nous sommes bien d'accord avec vous, on va vous poser une dernière question. Dites-nous, le chef de l'État a prévenu que le dialogue se passera sans l'intervention extérieure. Qu'est-ce que cela vous inspire? C'est ma dernière question, Jean-Pierre. Dernière question, merci beaucoup, même si j'estimais qu'on avait encore beaucoup d'autres choses à se dire. On est pressé par le temps, Après un demi-siècle des libertés retrouvées d'autodétermination. Hier encore, c'était le 55e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté tant nationale qu'internationale. Comment voulez-vous que 55 ans après, que les Congolais continuent à recourir au service des étrangers? C'est absolument absurde. Ça ne tient pas la route. Moi, j'estime que aujourd'hui, nos acteurs politiques ont atteint cette maturité de se parler. Dans ce pays, nous avons des gens crédibles qui peuvent jouer à l'arbitrage, qui peuvent être là, jouer la médiation. Comme l'opposition ne fait pas confiance à la majorité, de même que la majorité ne fait pas confiance à l'opposition, nous avons déjà neutres dans ce pays. Nous avons des gens, pour ne pas les citer, Cardinal Mosengo par exemple, même s'il estimait qu'il était extrêmement chargé, qu'il ne pouvait pas assurer la médiation, mais encore ce matin, j'ai lisé dans un journal une partie de l'opposition, notamment Steve Mbikaï, qui recourt à une comédiation entre Monseigneur Mosengo et Monseigneur Marini Bodo. Donc dans ce pays, nous avons des sages, nous avons des gens qui peuvent assumer ou assurer cette médiation sans forcément recourir à une quelconque ingérence internationale. Pourquoi doit-on faire venir Martin Kobler? Est-ce qu'il a un cerveau de je ne sais qui que notre Congolais n'en a pas? Merci Jean-Pierre. C'est important que pour des questions qui sont liées à notre souveraineté, qu'on en parle entre nous. Merci d'avoir intervenu au sujet du 30 juin du message du chef de l'État à la nation. Merci. Mesdames, Messieurs, restez avec nous. Tout à l'heure, nous recevons Astrid Bouichi-Manga pour parler des ressources naturelles et minières de la République démocratique du Congo. Astrid Bouichi-Manga, bonjour. Bonjour madame, bonjour à nos fidèles téléspectateurs. Justement, nous parlons des ressources naturelles de la RDC, comme annoncé tout à l'heure dans la première partie avec votre dossier, un très bon dossier Astrid Bouichi. Merci beaucoup. Dites-nous, quel est le principal problème que connaissent les richesses de la RDC? Le problème d'abord, c'est en ce qui concerne la politique nationale, il n'y a pas un suivi pour assurer la pérennisation ou permettre à la population congolaise de jouir de ce qu'elle a comme ressources. Donc les premiers problèmes, c'est ça, le manque d'application des mesures prises dans ce qui concerne la politique nationale. Et aussi, la population a démissionné de son rôle d'être acteur de son environnement. La population est dans le sens d'une personne qui a abandonné, donc a laissé faire. On a laissé à
l'autorité de gérer seule, la population reste de son côté, alors qu'il fallait l'implication et de la politique nationale et aussi de la population pour que nous puissions tous ensemble jouir de ce que nous avons comme richesse. Mais dites-nous, quelles sont les conséquences directes de ces richesses Il existe plusieurs conséquences qui viennent du fait que la politique nationale boite encore ou que la population ait failli à sa mission de veiller aussi sur son environnement, parmi lesquelles il y a l'exploitation illicite du bois et des minéraux. Aujourd'hui, on exploite illégalement ce que nous avons comme bois et minéraux juste parce qu'il n'y a pas un suivi. Il y a la dégradation des forêts qui est due d'une part au défrichement, à la croissance démographique, plus la population évolue, elle a tendance à utiliser les bois pour le feu, pour des services et pour aussi occuper la terre. Il y a aussi l'impact de l'agriculture de subsistance qui est monnaie courante en RDC. Il y a aussi le braconnage qui est fait à cause de la commercialisation de l'ivoire. C'est comme ça qu'on tue les animaux dans des parcs pour vendre l'ivoire. Les cas les plus récurrents, c'est avec les rhinocéros blancs ou avec les éléphants. Et puis il y a aussi les problèmes, nous mangeons toujours le poisson importé alors que la RDC est capable de vendre son propre poisson, de fournir ses poissons à la population. Donc ce sont des conséquences qui, en bref, résultent de cette manque de suivi, de ces manques de suivi permanent de la politique nationale. Mais que doit faire l'État congolais pour remédier à cette situation? L'État congolais doit d'abord veiller sur l'application de la politique qu'elle prend. Lorsque la politique environnementale est bien définie, on peut relancer le tourisme. Nous avons beaucoup de choses dans notre pays. La richesse, elle est vraiment intense et diversifiée. On peut relancer le tourisme rien que par cela. Lorsque l'environnement est bien garanti, on va faire la promotion de beaucoup de choses qui sont bien. Donc, au-delà du suivi et l'application des mesures, l'État doit aussi assurer la sécurité de nos animaux. Nous avons un patrimoine qui est enviable. Nous avons un patrimoine qui, la grande partie n'appartient qu'à nous, de la RDC. Alors si on laisse toujours les braconniers entrer et tuer nos bêtes, on va même réduire la race animalière. Au-delà de ça, créer même des industries de transformation des minéraux qui vont permettre de renflouer les caisses. Si aujourd'hui, avec le zinc, avec le coltan, avec tout ce qu'on a, on peut nous-mêmes aussi commencer à fabriquer des téléphones, fabriquer tout ce qui entre, des bijoux, des colliers, tout cela, ça va permettre à ce que le caisse de l'État soit renfloué. Et puis on va favoriser la conservation, le transport et l'écoulement des produits qui viennent de l'eau. Donc le poisson quitté avec du lac Tanganyika par exemple à l'est pour l'amener jusqu'ici à Kinshasa, ce sera facile si l'État peut mettre en place des mécanismes pour conserver bien le produit, faciliter les déplacements avec la construction de routes qui soient adéquates et puis arriver à Kinshasa pour l'écoulement. Ça nous éviterait de manger tout ce qu'on est en train de manger. Ça nous éviterait tout le temps l'importation et c'est nous peut-être qui allons commencer à exporter notre produit. Merci Astrid Mboué-Chimanga. Donc vous êtes justement venu parler des richesses naturelles et minières de la RDC précisément. Vous avez parlé de tout ce que vous avez dit là, mais vous avez aussi complété votre dossier que nous avons suivi à la première partie de ce journal. Merci. Mesdames, Messieurs, nous vous rappelons l'essentiel de titres développés dans ce 12-13, célébration de la fête nationale de la RDC le 30 juin. Pour le 55e anniversaire de l'accession de la RDC à l'indépendance, la ville portuaire de Matadi a été transformée en capitale politique du pays pendant quelques heures. Un grand défilé a été organisé devant le camp Redjaf. À Kinshasa, la fête du 30 juin a été célébrée par une messe d'action de grâce organisée par le gouvernement provincial. L'archevêque de Kinshasa a appelé les Congolais à la paix et à l'amour de la patrie. Laurent Monsengo Passigna a prié pour toute la nation congolaise. Et dans son traditionnel message à la nation à l'occasion de la fête du 30 juin, Joseph Kabila est revenu sur les différents points de convergence enregistrés lors des consultations qu'il a eues avec les couches sociopolitiques de la RDC.